Bien, écoutez, je salue les premiers arrivants. Il est 12h32 exactement. On va démarrer dans 2-3 minutes, hein. Comme d'habitude, on laisse 5 minutes aux retardataires. On va être une bonne trentaine aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. On sent qu'il y a encore de la pression liée aux déclarations de revenus et autres déclarations fiscales. Plus, j'imagine, quelques bilans qui ne sont pas forcément tous terminés et des liasses fiscales à envoyer. Enfin bon, bref, vous connaissez la chanson mieux que moi. On va essayer de vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer dans la profession, les changements qui sont quand même très radicaux, très importants actuellement. Pas forcément toujours bien connus ou vus ou entendus par tout le monde. Donc, j'ai essayé de partager les informations essentielles que j'ai pu glaner ces dernières semaines. Et les choses bougent beaucoup et très vite. Voilà, donc je voulais vous en tenir informé comme d'habitude, hein. Et puis, on va avancer sur notre programme de révolution IA avec une perspective fin juin, donc dans à peine plus d'un mois, pour enfin faire une véritable révolution IA dans son cabinet, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu possible, hein. On a passé 18 mois à monter en puissance sur les outils d'IA, et cette montée en puissance devient tout à fait opérationnelle au niveau des outils. Donc, c'est tout à fait possible maintenant, et je dirais même probablement nécessaire de s'accaparer ces outils le plus vite possible pour contrer un petit peu les phénomènes dont je vais parler dans un petit instant. Voilà, donc le compteur monte, ça y est, là on est une vingtaine. Je vais attendre encore un tout petit peu euh, pour que les derniers nous prennent en route. Et puis on va attaquer ce webinaire qui va relancer une saison où on va se retrouver à nouveau toutes les semaines, hein. Donc, 31 mai, ça sera la dernière de mai. Et puis, on avancera comme ça jusqu'à fin juillet, ensemble, avec des choses extrêmement concrètes. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je pense que vous êtes fatigués, évidemment. Mais bon, on va essayer de se donner quelques nouvelles intéressantes et de se redonner de la motivation pour avancer. Voilà. Allez, je vais afficher mon écran et on va attaquer. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, rebonjour pour ceux qui nous prennent à l'instant. On est au 23e webinaire, donc ça fait un petit bout. On avait dû commencer au mois de novembre, je crois, 2023. Donc en l'espace de presque 6 mois, hein, de webinaire, on a eu quand même quelques sessions ensemble. J'espère que progressivement, les choses rentrent, infusent dans vos réflexions, hein. Ils vous donnent cette motivation nécessaire pour vous accaparer ces outils qui sont vraiment d'une puissance absolument colossale et qui, je pense, devraient pouvoir vous rendre énormément service dans les mois et les années qui viennent. Alors, le programme de notre matinée, fin de matinée, c'est d'abord parler un petit peu des pépites françaises, hein, donc des logiciels, des startups qui ont émergé il y a quelques années dans votre monde, qui sont en périphérie de la compta, gestion, conseil, etc., et qui sont quand même partis, dont certaines il y a très très peu de temps, dans des groupes, le plus souvent, quasiment même presque à chaque fois, anglo-saxons, avec ben, évidemment bon, les équipes, c'est sûr, les clients certainement, mais aussi et surtout les datas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part péril un peu par rapport aux datas qui ont été confiées ou rachetées par ces gens-là? Bon, c'est une discussion, c'est un débat. En tout cas, je vais essayer de vous donner un peu les dernières actualités de ça. Le deuxième point, c'est que le paysage se reconfigure également au niveau des cabinets, hein. Vous l'avez peut-être vu passer si vous avez eu 5 minutes
Le magazine La Profession Comptable a sorti son étude 2024, donc son classement 2024 des plus gros cabinets français, donc les 250 et quelques. Il y en a même un peu plus, je crois, cette année, il y en a un peu plus de 260. Et donc, ça montre la suite de la concentration, puisque comme je le dis, des très gros cabinets, quand je dis très gros, c'est des cabinets qui ont dépassé les 1000, voire 2000 collaborateurs, donc ça commence à être des pachydermes, et qui rachètent des gros de plusieurs centaines de collaborateurs. Donc, bon, voilà, ça fait quand même des cabinets géants qui sont en train de se constituer. Ce n'est que la prolongation des années précédentes, hein. Moi, j'ai connu l'époque où les plus gros cabinets se comptaient en centaines de personnes, et encore souvent, quand on dépassait les 100, c'était déjà très bien. Mais là, je vous parle il y a plus de 20 ans en arrière. Aujourd'hui, dépasser les 1000, ça devient presque courant, et bientôt, on va voir des cabinets de 2000, 3000, 4000, 5000 cabinets. Et je ne parle pas des bigs en disant ça. Et je dirais inversement, les petits cabinets, donc on va dire les moins de 10, continuent de souffrir, de ramer un peu. On va en reparler aussi, et vous allez voir aussi qu'il y a des explications à ça. Et justement, puisque ce classement de la profession comptable est sorti, je me suis emparé des chiffres un peu synthétiques du chiffre d'affaires global de ces 260 cabinets, divisé par l'effectif en ETP en rapport. Et quand on fait un ratio, on s'aperçoit que la productivité continue sa plongée. Je vais vous redonner le truc. J'ai envoyé un emailing il y a 2 jours ou 3 jours qui en parlait. Vous l'avez peut-être vu passer, sinon je vais vous en redire un mot. Donc voilà, c'est un phénomène, moi que je suis Baudor depuis des années, j'en parle depuis des années, hein, déjà dans mes emailings et dans mes livres blancs. Bon, voilà, ça se confirme. Et donc, à un moment donné, la bonne question, c'est jusqu'à quand et comment on peut réinverser ce schéma-là, qui n'est pas une bonne évolution. Ensuite, point 4, rumeur, hein, il y a quelques jours, je crois que c'est Eric Berberès, je ne sais pas si on dit Berberès d'ailleurs ou Berbère, qui est expert comptable, je crois un peu consultant aussi dans les cabinets, et qui avait vu passer dans Challenge, dans la revue Challenge, un petit entrefilet, vraiment un tout petit article qui parlait de la facture électronique. Bon, assez étonnant, on a déjà connu le report, hein, qui n'était pas une bonne nouvelle. Là, on se pose des questions encore plus loin. Le cinquième point, c'est quand même de vous parler de l'actualité de ChatGPT, bon, qui reste malgré tout leader sur le marché, qui fait un peu la pluie et le beau temps aujourd'hui. Hein, on a des Google, Gemini, des Microsoft, Bing ou Copilot, et bien d'autres encore, Claude, Grok, Perplexity, etc., etc., qui suivent et qui de temps en temps repassent un peu devant ou sur des fonctionnalités reprennent un petit peu la main, mais rarement très longtemps. Donc c'est souvent tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois, le classement est bouleversé. Bon, là OpenAI a sorti une version 4O, c'est pas 4.0, c'est 4O pour Omni. Omni, c'est un peu le symbole du côté multimodal de l'IA qui existait déjà, mais qui s'amplifie énormément. Et donc, c'est vrai que ça fait le buzz il y a quelques jours, sachant que OpenAI prépare la sortie de la version GPT-5 qu'on attend depuis longtemps et qu'on avait anticipé pour peut-être juin ou l'été ou la rentrée 2024. Donc, peut-être que ça sera tenu. Et au passage, il y a aussi une version de ChatGPT qui serait une sorte de search, de moteur de recherche, qui viendrait concurrencer frontalement et assez violemment le moteur de Google, hein, qui encore jusqu'à très peu de temps avait 90% de part de marché. J'ai l'impression que ça a quand même baissé déjà de 10 points, hein, pratiquement, sachant que sur la recherche, ben, les gens se servent de plus en plus de l'IA et moins de Google. Alors c'est un peu les deux, hein. Moi, dans ma pratique, c'est ce que je fais. Pour certaines recherches, c'est plutôt l'IA, pour d'autres, c'est plutôt Google, parce que chacune a ses avantages. Et je vous l'avais indiqué, on est un petit peu au milieu des outils comme Perplexity, qui sont un peu le meilleur des deux mondes. Ça ressemble un peu à de l'IA et ça ressemble un peu à Google. Et on pense que cette version Search de ChatGPT, et d'ailleurs même les nouvelles et futures versions de Google, seront des choses qui vont ressembler à Perplexity. C'est-à-dire que ça permettra de déposer des prompts, mais ça permettra aussi de bénéficier à l'écran
de data avec des liens, d'informations complémentaires, de questions qui pourraient être posées en suivant le prompt qu'on a mis, et donc je dirais de pouvoir faire des recherches enrichies, plus sympa aussi à l'écran parce que ces fonds noirs ou ces fonds blancs avec juste de l'écriture dessus, c'est un peu tristouille en même temps. Ça peut être très pertinent ou peu pertinent à voir. Il faut savoir un peu être critique par rapport à ce que l'IA vous restitue. Mais voilà, ces moteurs un peu hybrides, c'est pas la voiture hybride, c'est le moteur ou l'IA hybride. C'est assez intéressant parce que je pense que c'est un peu le futur de tout ça. Et au passage, Google, c'est déjà le cas aux États-Unis, ils sont partis dans un système payant. Ça veut dire que le moteur de Google, en tout cas pour avoir le moteur alimenté à l'IA, très probablement, et si ça se passe comme aux États-Unis, ça deviendra abonnement payant aussi. Et donc le moteur gratuit, peut-être qu'il restera partiellement, sera très limité, évidemment, pour vous donner l'envie ou l'obligation de payer votre abonnement pour continuer à être dans Google, ou en tout cas le meilleur de Google. Donc l'IA, ça bouge pas mal en ce moment, et les moteurs, et on verra, on en reparlera par rapport à nos réflexions et à nos travaux sur les robots interactifs, le fait qu'on ait des moteurs, des LLM de plus en plus rapides, puissants, avec des puces plus puissantes, avec peut-être demain l'émergence de serveurs quantiques qui vont encore accélérer tout ça, plus de la data qui est collectée dans une volumétrie de plus en plus importante, ça fait que toute cette convergence-là, encore une fois, accélère les performances des outils, accélère leur développement et l'innovation autour de l'IA, et c'est vraiment tout à fait passionnant. Alors évidemment, point 6, c'est quand même notre sujet principal. Comment et pourquoi peut-être seul l'IA peut faire sortir les cabinets de l'étau actuel. Alors je dis l'étau, bon, je ne veux pas vous mettre la tête à l'envers par rapport à ça, mais il semble quand même que, je le répète, peut-être que je suis un peu chiant des fois et peut-être que ça vous casse les pieds de lire des mauvaises nouvelles. Mais bon, force est de constater que l'évolution que je dénonce depuis 5-7 ans, elle ne s'est pas inversée, quoi. Donc, il va falloir quand même arrêter de faire plus de la même chose et changer la façon de faire les choses pour sortir de cette situation-là. Et donc là, je suis en train de préparer un super séminaire de 2 jours sur la fin du mois de juin. Ce sera les 26 et 27 juin à Paris. Bon, Paris parce que c'est toujours quand même le plus facile. J'ai privilégié Paris en juin parce qu'en juillet, vous le savez, avec les Jeux Olympiques, ça serait l'enfer et ça serait très cher pour trouver la moindre chambre et tout ça. Donc, j'ai vraiment essayé d'anticiper ça de quelques jours pour qu'on ne soit pas le flot. Et donc, voilà. Et là, on va être vraiment, parce que là, l'IA a 18 mois d'antériorité, ce qui n'est pas énorme, mais il y a une telle évolution qu'aujourd'hui, on a vraiment des outils qui ont atteint une certaine maturité et qui permettent de faire des choses dans l'opérationnel du cabinet d'une façon absolument étonnante et extrêmement puissante. Voilà, et puis donc la prochaine date, ça sera, comme je l'ai dit, le 31 mai prochain. Donc l'IA devient, avec une petite faute d'orthographe, mature sur différents sujets opérationnels pour votre cabinet. On en reparlera plus à fond dans une semaine. Alors, si on attaque la première partie maintenant, c'est juste un petit rappel, en 2020, donc ça fait pas longtemps, ça fait 4 ans, Cegid, qui avait été déjà racheté par Silver Lake, ou en tout cas Silver Lake, le propriétaire de Cegid, avait prévu de racheter Silae, ce qui a été fait. Et comme Cegid elle-même avait racheté beaucoup de monde avant, pour les plus anciens, c'est Silver Lake. Pour les plus anciens, il y avait même eu Servansoft au tout début, qui était vraiment une très belle boîte, très innovante, etc. Et puis qui a été partie un peu dans les tours et qui s'était finalement plantée. J'ai même pas retrouvé un logo. Ça fait quand même presque 30 ans en arrière. Donc, je n'ai pas retrouvé de logo sur Internet. Donc, j'ai mis le nom. Il y avait eu CCMX qui avait été racheté. Il y avait eu évidemment Quadra, vous le savez, chez Cegid, qui est toujours une marque qui existe toujours. Et Cegid, évidemment.
et donc Silae. Et voilà, donc là, on a un groupe extrêmement puissant détenu par des fonds américains. Et donc, voilà, c'est l'un des groupes, enfin, c'est l'un des groupes les plus importants en part de marché actuellement, notamment sur les territoires nationaux. Mais, mais, on voit arriver ces gens-là, Visma, alors marque très très peu connue, société norvégienne avec des actionnaires fonds d'investissement britanniques basés à Londres, je crois. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu d'US aussi derrière, parce que les fonds appartiennent à d'autres fonds qui est eux-mêmes, etc. Donc il y a une sorte de cascade d'actionnariat qui remonte très haut dans les noms célèbres comme BlackRock, Vanguard ou d'autres. Et donc, je ne sais pas si en remontant un peu plus dans les recherches, ce que je n'ai pas eu le temps de faire, on n'aurait pas des propriétaires encore un peu plus haut dans l'histoire. Bon, ce qu'il faut savoir sur Bisma, c'est que c'est quand même composé, un groupe composé de 180 sociétés. Ils ont réalisé 71 acquisitions récentes, on va dire, dans les 2 années qui viennent de s'écouler. D'ailleurs, ils disent chaque année, on rachète 35 boîtes à peu près en moyenne. Et leur secteur, c'est la gestion, la compta, le juridique, les assurances, l'immobilier. C'est quand même une boîte de 2,4 milliards d'euros, 15 000 salariés, 1 600 000 clients, donc voilà, c'est quand même pas mal. Et les gens qu'ils ont rachetés sont des gens que vous connaissez tous, sauf peut-être un qui est belge, je crois, d'origine, enfin, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'était une boîte belge. Le premier, c'est Income, connu et plus connu au départ pour s'être appelé Fred de la Compta, donc racheté en 2022, donc société qui fait de la compta, tenue, révision et à base d'IA. Chain Trust, que vous connaissez aussi, qui fait de la captation de pièces, de la démat, etc. Alors Télédec, c'est celui qui est peut-être le moins connu, qui fait des liasses fiscales, je crois. Et plus récemment, et de façon surprenante, My Company Files, euh, de l'ami Charles-Olivier Dibolt, pas très vieille société, hein, je sais pas quel âge ils ont, mais ils ont pas 10 ans, quoi. Ils ont peut-être 7 ans, 8 ans, enfin, je sais plus exactement. En tout cas, là, on a au moins trois sociétés connues, Income, Chain Trust, My Company Files. Certains noms que je ne citerai pas forcément pour pas avoir d'ennui sont dans le collimateur et on les connaît aussi. Donc ça bouge. Et là encore, on est parti dans un monde anglo-saxon, puisque, comme je l'ai dit, société norvégienne certes, donc européenne, mais détenue par des actionnaires britanniques. Alors vous allez me dire, la britannique, c'est plus l'Union européenne, mais ça reste quand même l'Europe. Mais je vous dis, je serais étonné qu'il n'y ait pas des accointances actionnariales américaines derrière. Voilà. En tout cas, une boîte dont on entendra parler de plus en plus et qui va continuer à faire son marché régulièrement. Olivier Constant, il est passé par des sociétés un peu connues comme Exact à l'époque, si vous vous souvenez d'Exact. Il y a eu une époque où il y avait eu beaucoup d'outils de pré-compta qui étaient arrivés, qui faisaient de l'OCR, de la tenue, etc. Et ils s'étaient tous bagarrés pas mal il y a peut-être 10 ans en arrière, 10, 12, 15 ans en arrière. Et il a été directeur successivement de plusieurs sociétés un peu dans le microcosme. Voilà, je ne sais pas s'il n'est pas passé chez Hughes aussi quelque part, il me semble. Voilà, donc Visma, important. Puis après, bah, il y a d'autres sociétés qui bougent aussi, hein. On sait que Regat, qui a un bel outil de tableau de bord prévisionnel, je crois, etc., a été racheté par la banque en ligne Conto. Vous avez Factoriel, qui est un vieux de la vieille, à peu près aussi vieux et peut-être même plus vieux que RCA, qui rejoint avec Prémissima les équipes de Cali Retraite. Donc eux, ils sont dans le microcosme retraite, prévoyance, etc. Et vous avez Sage qui annonce l'acquisition d'un, je crois que c'est un SI RH, qui n'est pas très connu aujourd'hui. Bon, Sage, il y a très très longtemps, ils avaient racheté Gescap, si vous vous souvenez de Gescap, dans les années 90, qui avaient été les premiers à avoir des outils de prévisionnels sous Windows à l'époque. Et donc, bah, un certain nombre de gens de la société RCA que j'avais créée en 99 était venu de l'époque GESCAP. Voilà.
Donc ça, c'est des petits rapprochements, alors petits, oui, on va dire petits, parce que là, c'est des boîtes un peu moins grosses, mais enfin, bon, ça remue quand même, hein, tout l'écosystème bouge. Et je vous dis, il y a sûrement des tas d'opérations qui sont en cours, qu'on ne connaît pas encore, sur lesquelles personne n'a communiqué, mais ça va venir, et ce sera des noms probablement connus. D'ailleurs, soit dit en passant, moi, je me pose un peu la question qui est à qui le tour, hein? J'ai plutôt dans mon viseur trois sociétés, hein, parce que on a aujourd'hui un peu les nouveaux venus comme Penny Lane, bon là aussi, on va dire partiellement anglo-saxonne et peut-être un jour complètement anglo-saxonne, pour l'instant française. On a Maunisoft qui a été créé et je dirais avec l'actionnariat de la profession, des experts comptables. On a Time est possédé en propre par un très gros cabinet français. Ils sont, je crois, environ 500 personnes aujourd'hui. Et ils ont autofinancé totalement leur croissance. Il y a peut-être Théogeste dans un coin qu'on voit beaucoup moins depuis quelques années, mais qui existe toujours. Et puis après, voilà, sur les sociétés de compta, alors Full, qui est plus ou moins digéré par Inextinso. Euh, voilà. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et donc, ces trois-là, c'est qui? Ben, c'est le groupe ACD, hein, qui avait eu quand même quelques soucis sur fin 2023, début 2024 avec l'affaire Coaxis. Donc, est-ce que ça les a fragilisés? Je ne sais pas. Est-ce que ça se sentira au prochain congrès de Marseille? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que la confiance a été un peu ébranlée à cette occasion-là? Donc, ça peut les fragiliser. Puis, je pense, quand je cite ces éditeurs-là, peut-être aussi que, bon, ce n'est pas forcément le cas et je ne suis pas au courant de ce qui se passe sous les outils, mais jusqu'à une époque assez récente, c'était des technologies qui avaient quand même pas mal d'années au compteur, hein. Donc, je pense aussi donc à Agiris, forcément, hein, pareil, qui avait tenté une grosse migration SQL à partir des années 2009-2010, qui a eu beaucoup de mal, je pense, à la mener à bien, et puis je ne sais même pas où ils en sont aujourd'hui. Agiris qui a racheté Willib. Donc Willib, c'était l'AG de blockchain, hein, d'un Bordelais d'ailleurs. Donc voilà encore une société qui a racheté une autre société. Et puis il y a mes anciens associés d'RCA qui ont revendu, je crois, 10% de parts à un fonds, une sorte de fonds familial luxembourgeois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Et je dirais surtout sur les deux sociétés du haut, on a des gens, des dirigeants qui sont assez âgés, qui ont la soixantaine, on va dire. Et donc, bah, peut-être qu'ils se disent que c'est le moment de passer la main et de réaliser, de prendre un gros ticket et puis de partir au soleil, je ne sais pas. Voilà, il se peut que si c'est parmi ces trois sociétés-là encore qui sont quand même qui ont des parts de marché importantes, si elles se font racheter, ben, probablement que des boîtes anglo-américaines ou autres seront dans le coup, certainement. Rien ne dit qu'il n'y a pas d'ailleurs des négociations en cours souterraines, rien ne le dit. Et peut-être qu'on les verra un jour ou l'autre également être rachetés par des grands fonds d'investissement tels que ceux qu'on a connus avec Silver Lake et Visma. Voilà. Donc ça veut dire aussi hein, que quelque part, une très grande partie du marché va être détenue par des anglo-saxons. Bah, vous l'avez vu, les conséquences, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, c'était quand même le fait d'avoir comme des augmentations tarifaires extrêmement importantes, hein, parfois limite supportables, le fait d'avoir peut-être une attention aux clients un peu moins proche, voire une attention aux produits là aussi qui vieillit un peu. Et donc, bon, quand on a affaire à des financiers, on sait ce qui se passe, toujours, toujours. Voilà. Euh, donc ça, c'est quand même le point numéro un. Bon, je voulais le signaler parce que bah, il faut rester attentif à ça. Et je pense que c'est compliqué d'ailleurs pour vous d'évoluer, de faire des choix, de changer, etc. Parce que vous changez pour l'un et puis celui pour lequel vous changez se fait racheter. Donc vous dites mince, je ne vais pas changer tous les ans non plus parce que ça coûte cher en temps, en argent, etc., en énergie.
Et donc, mais il n'empêche que, voilà, il va falloir se poser des questions au congrès de Marseille, savoir comment les choses vont se poursuivre. Alors, le point 2 que je voulais signaler, j'ai pris un exemple anecdotique que j'ai mentionné, c'est le fait que de très gros cabinets comme Fiteco, par exemple, rachètent un gros cabinet comme CHD, donc un cabinet de 2000 qui rachète un cabinet de 500. Bon, ça fait un peu de bruit quand même, c'est pas des petits montants. Ça fait quand même un groupe à peu près, alors les chiffres sont peut-être approximatifs parce que ça change vite au gré justement de ces évolutions-là, de ces rachats, etc. Mais ça fait quand même un groupe de grosso modo 2500 collaborateurs pour plus de 200 millions d'euros. Donc ça commence à faire et ça commence même à talonner les premiers bigs de la liste du haut du classement du magazine de la profession comptable. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on a des géants non pas que régionaux aujourd'hui, mais nationaux, qui sont en train d'émerger et voilà, qui vont. Donc en termes d'attractivité, ben, est-ce qu'un collaborateur, les rares collaborateurs qui sortent des écoles encore et qui sont motivés, est-ce qu'ils n'auront pas plus envie d'aller se mettre à l'abri dans un très gros cabinet pour évoluer, se faire avoir une signature sur leur CV et puis peut-être évoluer différemment plus tard, avoir peut-être plus d'outils, d'IA, etc à sa disposition, à leur disposition pour travailler, être dans un environnement plus cocooné, avec peut-être un comité d'entreprise, enfin bon, tout ce qui fait que les gens se sentent peut-être un peu plus en sécurité. C'est pas exclu que les jeunes, peut-être qui cherchent de la sécurité, aient plus envie d'aller vers des géants comme ça que vers des tout petits cabinets. Et je pense qu'on le ressent déjà sur le marché aujourd'hui, c'est que les très petits cabinets ont un mal toujours plus fou à attirer des candidats collaborateurs pour les assister dans leur boulot. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui ne fait qu'évoluer. Je crois que ça fait plus de 10 ans, ben, ça a toujours existé quelque part, mais je pense que depuis 10 ans, ça a vraiment énormément bougé. Et quand je vois que certains cabinets dans ces tailles-là ont parfois des évolutions en termes de productivité plutôt négatives ou à peine stables, compte tenu de l'inflation, on se dit qu'il y a toujours une compensation par la taille sur ce qu'on perd, je dirais, relativement, enfin en valeur absolue, sur la productivité. Donc on augmente le chiffre pour avoir toujours un peu plus de résultats, mais le résultat rapporté au chiffre d'affaires est peut-être à la baisse, y compris dans des cabinets de cette taille-là. Voilà, donc ça c'était un point que je voulais signaler, mais il y en a des dizaines d'autres, hein. Alors le point 3 qui me semble beaucoup plus préoccupant, je l'ai évoqué, c'est, voilà, j'ai rajouté une ligne dans mon tableau, parce que ce tableau, je l'avais déjà mis à jour l'année dernière, et là, on était avec l'étude de 2023, donc là, on a l'étude 2024 qui nous donne le millésime 2023, et là, on regarde le, le ratio au chiffre d'affaires sur effectif. Alors, j'ai mis que le chiffre d'affaires, l'effectif, je ne l'ai pas mis, mais vous pouvez vérifier dans le magazine si vous êtes abonné. On est passé de 95 370 euros par tête en 2022, enfin sur les exercices millésime 2022, à 92 782, donc pour le millésime 2023. Donc ça veut dire on a perdu de la productivité relative. Et quand on ajoute en plus les taux d'inflation qui ont été très élevés là, sur les 2 dernières années, donc on est à 11-12%, ça veut dire qu'à la fin, on a une perte importante de productivité. Et quand on regarde ça donc déjà sur les 3 ans, c'est une évidence, sauf que l'année 2021, je l'avais déjà dit, une année un peu spéciale, puisque c'était l'année, on va dire l'année Covid. Donc les cabinets avaient plus facturé parce qu'ils avaient fait de l'assistance à leurs clients pour les aider au moment de la crise sanitaire et du blocage total de l'économie. Donc ils avaient fait un peu plus de chiffre d'affaires à cette occasion-là, ils avaient facturé d'exceptionnel, mais on est vite revenu à la même chose en 2022. Et là, je vous dis, 2023, on est en perte quand même assez importante. Donc, je crois que j'avais calculé que l'évolution 2022-2023, c'était -7 ou -8 de productivité absolue, hein, en tenant compte en fonds constants, en tenant compte de l'inflation.
Et donc, voilà. Et le deuxième chiffre important, c'est que quand on cumule tout ça sur les 6 années que j'ai développées, là, on a quand même 25% de productivité absolue qui est perdue en l'espace de 6 ans. 25%. Bon. Quand on sait que de l'autre côté, les coûts informatiques augmentent, quand on sait que de l'autre côté, les coûts RH augmentent, bon, le mercato RH, ça va s'arrêter un jour, à mon avis, dans pas très très longtemps. Le temps que les robots, l'IA et tout ça arrivent, ça va se calmer un peu. Les coûts informatiques, pour l'instant, c'est assez dramatique leur évolution, hein, et on l'évoquait il y a un instant en arrière. Donc, le croisement de ces deux choses-là, hein, moins de productivité, plus de coûts, forcément, ça peut faire que du dégât au milieu. Et donc ça, je pense que tout le monde le subit, y compris, puisque là, on a que les plus grands cabinets. Bon, c'est même 260, je crois, et quelques cabinets en 2023 dans le classement. Mais bon, peu importe le nombre de cabinets, c'est la tendance qui compte. Et cette tendance, elle est pas à la remontée, quoi. Voilà. Donc ça, il faut en tenir compte. Et à mon avis, il va falloir casser ce cercle infernal d'érosion qui là en plus semble s'accélérer. Alors on verra en 2024, hein, on verra si on est passé en dessous des 90 000 euros. On verra ça aussi en fonction du taux d'inflation qui aura peut-être baissé un peu, peut-être, c'est pas encore sûr. Mais voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir prendre des mesures sévères avant que ça continue, parce que ça ne pourra pas continuer très longtemps comme ça. Moi, je le dis toujours, hein, les cabinets ont du travail, c'est incontestable, il n'y a pas de problème, ils ont du travail, ils ont des clients, ils ont des honoraires. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de toute cette mécanique-là, il y a des choses qui se sont grippées, hein, et moi, je le dis, je le répète, et je l'avais écrit en 2012 dans un livre blanc. Je pense qu'il y a un phénomène qui est en évolution permanente, qui fait qu'il y a, pour moi, hein, une, entre guillemets, une sorte d'implosion lente mais efficace, malheureusement, du business model de l'expertise comptable. Alors, vous l'avez vu pour le CAC aussi, hein, puisque le CAC a pris des relèvements de seuil. Ils ont failli en avoir un troisième, là, et puis ça s'est un peu calmé, ça a été négocié. Maintenant, vous savez, le truc négocié avant les élections, il se peut qu'il ressorte après les élections. Il ne faut pas être naïf. Donc, je pense que les deux relèvements de seuil ont dû déjà faire perdre peut-être 40 ou 50% du chiffre d'affaires de la profession de commissaire aux comptes. Alors, je ne sais pas si on peut le calculer comme ça, parce qu'il y avait eu, je crois, 30% à peu près la première fois. Il y a eu un relèvement de 25% des seuils récemment, mais quelque part, ça correspondait un peu à l'évolution de l'inflation, hein. Mais bon, ça a quand même voilà, enlevé à nouveau des petits mandats. Enfin, c'est les plus petits mandats, on part par le bas. Et donc, forcément aussi, ça a sorti du jeu la plupart des petits cabinets qui étaient encore, enfin, des plus petits, oui, cabinets dont l'expert comptable pouvait être aussi commissaire aux comptes. Bon, c'est devenu presque, je dirais pas une rareté, mais peut-être pas loin, quoi. Donc voilà, et s'il y a une troisième lame qui passe, ça va commencer à faire beaucoup. Alors évidemment, quand on sait que sur le côté comptable, on a, on a aussi 50% qui sont en danger à terme avec l'IA déjà, et avec la facture électronique, si jamais elle arrive, on va en parler. Donc tout ça, moi je dis qu'il y a un business model qui est vraiment à recomposer très vite avant de ne plus avoir ni le temps ni les moyens. Voilà, je le dis, c'est pas pour être alarmiste, c'est pas pour être inquiétant, c'est pas pour être désagréable, et c'est pas uniquement pour faire du business, parce que certains peuvent m'accuser voilà, de propager des nouvelles alarmantes pour favoriser mon petit business. Mais bon, voilà, vous le prenez comme vous voulez, hein. Mais le constat, les faits sont là, hein. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir s'en servir maintenant. Point 4, justement, je voulais quand même en toucher un mot. Euh, Petit entrefilet dans Challenge de numéro 24, numéro 2, pardon, numéro 828 du 2 mai 2024, je vais y arriver. La facture électronique est en panne, déjà reportée, etc. L'obligation de facturation électronique pourrait subir un abandon pur et simple. Alors, je ne sais pas d'où sort cette information, s'ils ont des petites oreilles bien placées,
proche du gouvernement et si parce que je crois que l'information a été relayée aussi à peu près dans la même période par les Échos. J'ai pas trouvé l'article dans les Échos, mais j'ai pas cherché longtemps non plus. Mais on se dit bon, c'est un peu dingue parce que déjà le report, je pense que c'était une très mauvaise nouvelle pour beaucoup de monde. Mais l'abandon pur et simple, là pour le coup, ça serait un choc quand même. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il en adviendra. Toujours est-il que si vous, en tant que cabinet, vous comptez sur la facture électronique pour faire le job, ben, je dirais que oui, vous pouvez mettre un cierge et espérer que ça va bien se passer, mais on ne sait pas si ça va bien se passer. Donc moi, à votre place, je travaillerai par moi-même pour faire mon propre bonheur sans compter trop sur l'administration et sur les autres en général. Voilà. Donc ça, c'était le côté un petit peu exotique de l'histoire. Alors, le point 5 maintenant, rappelez-vous à la dernière session, il y a quelques semaines, je vous avais dit, on annonce très fortement ChatGPT 5 avec beaucoup d'interactivité, beaucoup de multimodal, beaucoup de choses comme ça. Et puis, bah, ce n'est pas la version 5 qui est sortie, c'est la version 4O, O comme Omni, pour évoquer le côté multimodal de l'histoire. Cette version 4O est sortie il y a quelques jours à peine. Elle est sortie d'abord pour les gens qui avaient un abonnement payant et elle sort, je pense, petit à petit pour les gens qui ont juste du gratuit, donc qui étaient par exemple dans la version ChatGPT 3.5. Mais il y aura des limitations dans la partie gratuite de la version 4O si vous n'avez pas d'abonnement payant. Donc vous aurez droit à un certain nombre de requêtes. Alors a priori, par contre, ce qui est intéressant et avantageux, c'est que vous devriez avoir, si vous n'avez pas d'abonnement payant à ChatGPT, quand même le code informatique, l'analyse de data, un certain nombre de choses qui étaient des fonctionnalités réservées à la version 4. Et vous devriez l'avoir dans la 4O, même gratuite. Donc ça, c'est déjà un avantage. Maintenant, on peut imaginer que OpenAI va faire le nécessaire pour que très vite vous ayez envie de passer à l'abonnement payant, parce que sinon vous allez rater des choses vraiment très intéressantes. Voilà. Donc là, dans les tests face aux différents outils concurrents comme bon, les autres versions de ChatGPT, Claude, Gemini, etc., Llama, et puis peut-être d'autres encore. Bon, cette version 4O est passée au-dessus les tests. C'est vrai que quand on compare la version 4 Turbo, qui n'avait de turbo que le nom, parce que c'était devenu très lent et très paresseux, on a une version 4O qui est quand même beaucoup plus performante, non seulement en rapidité, mais également en capacité, par exemple, de lecture. Si vous lui confiez un document PDF de 30 pages ou de 150 pages, il y a des chances qu'il aille jusqu'au bout pour vraiment le lire à fond. Et si vous devez en avoir un résumé ou quoi, il le fera plutôt bien. C'est mieux que la version 4 Turbo, par exemple. Voilà. Donc cette version, elle est très intéressante. On va en parler assez rapidement. Donc j'ai posé la question bah, à ChatGPT 4o en lui disant bah, qu'est-ce que la 4o a de mieux que les précédentes. Donc il a dit bah, voilà, plus rapide, moins cher, meilleure performance multilingue. C'est vrai, je peux en parler puisque j'ai testé le truc. On en reparle dans un instant. Capacité multimodale, donc texte, combinaison texte, vision, audio. C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien et ça apporte des choses en plus. Et cette version gratuite, bon, ça c'est vraiment générique, hein, mais on va rentrer un tout petit peu plus dans le sujet parce que c'est quand même assez intéressant. Alors cette version 4O, elle se présente comme ça maintenant. Donc là où vous aviez votre petit portrait, si vous avez mis une photo en bas à gauche de l'écran avec tout le coin, le menu de paramétrage et tout ça, aujourd'hui vous l'avez tout en haut, ici à droite. Ensuite, ici, vous avez le choix du modèle de langage, donc 4O, 4, 3,5, etc. Vous avez ici une partie qui ressemble un peu au moteur de recherche avec des propositions pour aller chercher des informations. Bon, c'est un peu timide, ça n'a pas un grand intérêt à mon sens. Surtout que là, on se demande dans le contexte pourquoi ils nous proposent ces choix-là en particulier. Ça n'a rien d'intéressant. Et ce qui est changeant ici, c'est le petit trombone
vous allez voir que quand on clique dessus, on a accès à des possibilités assez intéressantes. Alors, si je détaille un peu plus, dans la partie paramétrage donc, que vous avez dans la partie droite en haut de l'écran, et notamment dans la partie personnalisation, là, ici, donc, je vous l'avais dit la dernière fois, vous avez l'aspect mémoire. Alors, tout le monde ne l'a pas encore, hein. Aujourd'hui, la mémoire, soit vous faites partie des gens qui sont très avancés dans l'usage des outils et vous allez le recevoir peut-être un peu plus vite, soit vous êtes avec un VPN et vous avez accès à une version américaine ou autre, mais il est fort possible, voire probable, que vous n'ayez pas cet accès à la mémoire. Bon, cette mémoire, rappelez-vous, c'était intéressant parce que ça peut stocker, mais ça se gère après, hein, ça peut stocker le produit de tous les prompts que vous avez déposés et progressivement vous cernez mieux, comprendre mieux vos attentes, vos recherches, votre contexte, tout un tas de choses. Donc, intéressant, avec toujours la difficulté de se dire, bon, est-ce que je veux donner autant d'informations déjà à titre personnel ou à titre professionnel à l'outil? Et on a toujours en tête avec votre profession le RGPD qui est derrière. Donc, attention, bon, ça peut être fonctionnellement intéressant, mais professionnellement compliqué à utiliser dans toutes ses capacités. Souvenez-vous aussi qu'il y a le côté instruction personnalisée dans lequel on pouvait déjà mettre un contexte, hein, pour pouvoir poser les questions d'une certaine façon et gérer les réponses d'une autre façon. Bon, c'est un peu un mix des deux. Aujourd'hui, on peut se servir des deux. Il y a des gens qui disent non, moi, des instructions personnalisées, j'ai des documents, je fais du copier-coller en fonction du contexte dans lequel je veux faire travailler l'outil. Soit je veux me présenter comme un expert comptable classique, soit je veux me présenter comme un conseiller d'entreprise, chef d'entreprise, soit je veux être encore une autre personne, auquel cas, vous allez peut-être avoir dans un document plusieurs instructions personnalisées que vous allez donner à, à ChatGPT. Et puis pour la mémoire, vous pouvez dire, bon, alors on peut regarder, il y a un bouton gérer, on peut regarder ce qu'il a stocké et on peut décider qu'il y a des choses qu'on ne veut pas qu'il stocke. Bon, ou alors on peut lui dire, je ne veux pas du tout que tu stockes rien du tout. Donc voilà, c'est réglé. Sauf que cette fonctionnalité mémoire, donc du coup, vous n'en profiterez pas. Mais il y a moyen de compenser le fait que soit vous n'en voulez pas du tout, pour X raisons, soit vous voulez jouer plusieurs personnages en fonction, je vous dis, du rôle expert comptable, ou peut-être commissaire aux comptes, ou conseiller de chef d'entreprise. Vous allez pouvoir donner des choses un peu différentes. Voilà, donc le stockage se fait au fil des prompts qui sont déposés, hein, et donc il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les custom instructions, donc les instructions personnalisées que vous pouvez utiliser et au coup par coup. Donc quand on clique par contre en haut à gauche de l'écran, par défaut, donc il va nous mettre en ChatGPT 4o, mais vous pouvez revenir sur les modèles précédents, donc la 4 ou la 3.5. Ou alors, vous pouvez aussi vous mettre en cochant la case du bas en chat éphémère, c'est-à-dire que là, vous allez en plus dire je stocke pas l'information et je veux pas que ça soit gardé en mémoire dans mon système. Alors d'ailleurs, je vous montre voilà. Quand vous avez déposé un prompt, vous avez la réponse. Alors c'est le cas de mon écran là, de une petite fenêtre à droite. Et en bas, vous voyez, vous pouvez faire lire la réponse par le petit ampli là, ici. Vous pouvez copier la réponse. Vous pouvez lui demander de recommencer, le noter. Et vous pouvez dire, pour le même prompt, je veux que tu me mettes plutôt la 4O ou la 4 ou la 3.5 de façon à ce que je puisse comparer les réponses des trois moteurs, des trois LLM. D'accord? Donc, pour le même prompt, il va être capable de vous donner trois versions pour la même question que vous avez à lui poser, le même sujet que vous avez à lui demander. Il va pouvoir vous donner ça, et ça directement en dessous de la réponse, hein, c'est la petite flèche qui est là. Donc, rappelez-vous, cette version 4o pour Omni, elle est gratuite potentiellement, si vous ne voulez pas prendre d'abonnement, mais elle sera bridée, faut pas rêver. Voilà, ça c'est intéressant. Ensuite, il y a des choses qui sont sympas aussi, c'est que vous pouvez également accéder, alors ça c'est totalement nouveau,
accéder à vos drives, donc Google Drive ou OneDrive de Microsoft, que ce soit le personnel ou le business. Je pense même qu'on peut accéder à Microsoft SharePoint, il me semble. Il me semble l'avoir lu quelque part. Donc là, quand vous allez dans le menu paramètres, donc en haut à droite de l'écran, vous allez sur applications connectées et vous pouvez demander la connexion. Alors c'est assez facile, hein, c'est comme quand vous faites une connexion avec par exemple une extension de Google Chrome. Vous allez demander la connexion de cette extension à votre système. Donc vous vous laissez guider dans deux, trois écrans, c'est assez simple. Et à un moment donné, la connexion fonctionne. Moi, je l'ai testé, effectivement. Il a pu aller lire un fichier dont je lui ai donné les coordonnées sur mon drive et il a pu exploiter les datas. Je sais pas, je crois que c'était un fichier Excel que je lui ai demandé d'analyser. Il m'a fait une analyse sur ce fichier Excel, donc il a pu effectivement bien aller lire le truc. À nouveau, RGPD. Voilà. Alors ça, on peut faire la même chose que ce qu'on fait dans les paramètres, mais simplement pour un prompt en particulier. Vous voyez, quand je suis sur le petit trombone qui est à gauche de la fenêtre de prompt, si je mets simplement la souris sur le trombone, hop, il m'ouvre les petits menus qui sont au-dessus, donc connecté à Google Drive ou connecté à OneDrive ou charger un fichier local. Donc ça, c'était la fonction du trombone hein, jusque-là. Vous voyez, même en charger plusieurs si vous vouliez. Voilà. Mais vous pouvez, depuis ce trombone, également demander la connexion à un drive que vous avez et dans lequel vous avez les documents. Donc voilà, je rappelle bien, encore une fois, RGPD, s'il y a des documents là-bas qui sont privés, confidentiels ou autres, ben là, il va peut-être falloir se poser des questions avant d'autoriser ce genre de connexion. Alors, rapidement, parce qu'il y avait eu une sorte de keynote d'OpenAI il y a quelques jours qui avait montré le truc. Donc, il y avait des gens qui s'étaient succédés. Donc, une associée de Sam Altman, Mira Murati, qui avait fait un petit peu l'animatrice principale. Et puis, il y avait eu plusieurs personnels d'OpenAI qui s'étaient livrés des petites expériences en live. Bon, on a tendance à penser que c'est bien, ça existe bien ce qu'ils font, mais globalement, on a pu faire des tests derrière et c'est vrai que ce qu'ils montrent est vraiment réel. Donc là, déjà, il y a une chose, et là, je peux vous dire que ça fonctionne, puisque je l'ai testé avec ma compagne qui est ukrainienne, effectivement, avec un smartphone, en installant à peu près ce qu'il faut, mais il suffit d'avoir ça le smartphone et ça fonctionne très bien. En se servant il y a des petits écouteurs à un moment donné à droite du prompt, on peut poser une question en disant traduis-moi cette phrase-là. Voilà, vous dites plus rien et hop, il vous fait la traduction automatiquement. Et comme ça, vous pouvez mener une conversation. Donc, c'est un peu du Google Translation quelque part peut-être en plus moderne, en plus rapide, en plus efficace, mais ça fonctionne très bien. Et bon, ils disent que il y a même une notion d'intonation, d'accent, etc., qui peut être adoptée par l'IA. Donc voilà, il y a quand même une progression. Et quand ils disent traduction instantanée, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite qu'à une époque. Ensuite, conversation avec un humain, donc ça aussi, c'est lié un petit peu aux mêmes choses. On peut faire une sorte de conversation. Donc, vous voyez, les temps de réponse sont extrêmement rapides et performants. Et ils disent c'est similaire au temps de réponse humain. Donc, bon, il y a un petit battement quand même. Hein. Quand on pose une question, il y a un petit blanc. Et hop, donc c'est pas un dixième de seconde, quoi. Là, 320 millisecondes, c'est 3 dixièmes. 3 dixièmes, ça s'entend dans une conversation quand même. Similaire au temps de réponse humain, je dirais pas tout à fait encore, mais on n'est plus très loin. D'ailleurs, je fais le lien en disant ça et en y pensant avec nos travaux sur le robot collaborateur interactif dont je vais vous reparler tout à l'heure. On est en train d'avancer dans l'expérimentation de ça et ça va fonctionner. Hein. Et ça va fonctionner d'autant mieux que la version 4O dont on va se servir là, à moins qu'il y ait la version 5 et si jamais elle était encore plus rapide ou un autre LLM qui soit encore beaucoup plus rapide, mais on commence à pouvoir faire des tests avec des choses qui sont vraiment très performantes, très rapides dans l'interaction.
Donc cette conversation avec un humain, je dis, c'est mon robot, mon idée de robot collaborateur interactif, dont la première version va être au service de l'appro du cabinet. L'idée, c'est que on va sortir un outil capable d'appeler un client, capable de mener une conversation avec lui, et comme ce robot aura été nourri aux informations nécessaires sur le dossier, avec ses banques, avec tout un tas de choses, sur les informations cabinet, sur qui gère le dossier, etc., le robot va être capable de faire une vraie conversation avec l'humain, le client, pour lui réclamer un certain nombre de pièces ou d'informations manquantes pour faire la révision et le bilan, par exemple. Donc ça va, j'espère qu'on pourrait être en mesure de faire des premiers tests, une première version bêta, peut-être en juin ou en juillet. Bon, je le dis sous réserve, mais de toute façon, au congrès, clairement, on sera prêt avec quelque chose. Et comme vous le savez, les collabs n'aimant pas téléphoner et de moins en moins, avec les jeunes générations qui ne téléphonent plus du tout dans leur vie personnelle, ben, ça va être une aide significative, sachant que là, aujourd'hui, c'est un robot pour faire ça. Mais demain, ça peut être un robot pour faire autre chose. Voilà. Donc là, c'est là où on commence à se dire que l'IA est vraiment en train de mûrir pour nous donner l'accès à des applications réellement opérationnelles. Autre chose qui était intéressant avec Vision, c'est que avant Vision, on pouvait faire une photo, par exemple, je sais pas, une photo d'une facture, photo d'une note de frais ou autre chose, ou une photo d'un graphique, et on disait à l'IA, bah tiens, interprète-nous ce qu'il y a dans la photo et mets-nous les informations nécessaires qui sont sur ce document-là. Fais-nous un résumé, fais-nous un tableau, mets-nous des colonnes, etc., etc. Bon, à mesure de ce que vous vouliez faire, il fallait être assez précis, mais ça fonctionnait. Maintenant, on parle non seulement de photos aussi, d'images, mais de flux vidéo. Ça veut dire avec le smartphone, vous allez pouvoir faire un film comme ça, et en même temps que vous faites le film, c'est interagir avec l'IA pour lui demander un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, je sais pas, vous passez dans la nature, vous voyez un arbre magnifique ou, je sais pas, une plante et une fleur qui vous plaît, ben, vous allez faire la photo, hop, et vous allez dire, tiens, ChatGPT, dis-moi quel est le nom de cette fleur ou de cet arbre ou de cet insecte. Voilà. Donc là, c'est quand même assez étonnant parce que là, pour le coup, vous allez pouvoir, je dirais, converser avec ChatGPT et vous allez même pouvoir l'interrompre comme avec un être humain, votre femme ou votre mari au hasard, pour lui dire non, non, attends, stop, c'est pas ça, t'as pas compris ma question, ou attends, je te précise un truc. Donc, ça devient quand même étonnant de possibilités. C'est plus des trucs figés qui sont capables de faire des choses uniquement dans certains contextes très limités, etc. Là, on commence à ouvrir le champ vers une interactivité complète avec votre environnement et avec l'aide du robot de ChatGPT 4o au milieu, et donc à suivre de la version 5 probablement. Bon, pour ceux qui sont Apple, Mac, c'est quand même intéressant aussi qu'il y ait des choses qui viennent sur Mac également. Hein, donc ça, c'est le système d'exploitation iOS 18 va intégrer ChatGPT. Donc c'est des accords aussi qu'ils ont passés avec Apple. Bon, ça, c'était une expérience qu'ils ont faite pendant la keynote avec le fait de faire converser deux robots. Voilà. Mais c'est le futur qui nous est promis là, parce qu'à un moment donné, je vous ai parlé de robots interactifs, robot qui va parler à un être humain. Mais si l'être humain, demain, il a aussi son propre robot qui fait ça, bah, si ça se trouve, le robot de l'être humain, il va répondre, ah oui, oui, effectivement, les factures, machin, je te les ai pas envoyées parce que machin, parce que d'autres facturations est tombée en panne ou notre informatique est en rade ou je ne sais quoi. Et donc, il se peut qu'à un moment donné, on ait des discussions de robots entre eux qui vont faire le job pour le compte des êtres humains. Alors, pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que demain, ce sera les êtres humains qui vont travailler pour les robots, j'en sais rien, à la vitesse où on va peut-être. Mais pour l'instant, on peut faire discuter deux robots via deux smartphones qui se parlent entre eux avec les capacités de ChatGPT 4o. Donc c'est assez fascinant. Donc je rappelle, ça peut être la traduction instantanée là aussi.
Mais bon, ça peut être plein de choses. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer qu'un être humain fait, ben demain, je vous dis, le robot va le faire. Donc, c'est pour ça que je vous bouscule un peu depuis 23 webinaires pour vous dire, mettez-vous à ça, hein, parce que franchement, c'est en train d'arriver très, très fort. Alors, j'ai demandé à ChatGPT dans 4O de me dire bah, qu'est-ce qu'il est capable de faire de différent, de nouveau, une nouvelle fonctionnalité de la version 4O par rapport à ce qu'il y avait avant, mais plutôt pour les cabinets comptables, puisque, bon, évidemment, s'il me parle de faire des films, des dessins ou de la photo, bon, ça peut vous intéresser à titre personnel, mais on est en pro là, donc voilà. Donc, il parle d'extraction automatique de documents. Donc, effectivement, je pense qu'au niveau notamment OCR, et ça va avec l'interprétation des images, ça va être extrêmement puissant. J'ai pas eu le temps de tester encore pour des factures, des notes de frais ou d'autres documents, mais déjà, on commençait à arriver à faire des choses assez étonnantes. Alors, des fois, avec l'aide de code Python, des choses comme ça en plus, puisque ChatGPT fonctionne aussi avec du code Python. Mais on pouvait développer du code pour aider le système à être plus performant, à faire un peu mieux ce qu'on voulait. Et là, c'est en train de progresser extrêmement vite. Ensuite, assistant vocal. Donc là, assistant vocal, on peut imaginer un chatbot qui répond aux clients sur différentes choses. On peut imaginer bah, justement mon robot collaboratif interactif. On peut imaginer que le système, alors ça existe, il y a des outils du marché aujourd'hui qui font ça, comme Lixi, Fireflies, etc., qui enregistrent et font une transcription d'une discussion, d'une vidéo, d'un podcast, de ce que vous voulez, pour la documenter sous forme texte et l'envoyer éventuellement à quelqu'un, voire initier un suivi d'une action suite à une réunion, suite à un entretien d'embauche ou un entretien de je sais pas quoi de fin d'année ou encore d'autres types de rendez-vous. L'IA va être capable de conserver tout ça et de le restituer pour en faire quelque chose d'opérationnel. Moi, ça, j'en parle depuis quand même des mois aussi. On est, nous, déjà capables, avec l'outil Lixi qu'on utilise nous, hein, avec d'autres partenaires, de faire un suivi des tâches à réaliser derrière la discussion et de pouvoir paramétrer des choses dans un agenda avec répartition des différentes tâches sur différents collaborateurs. Donc tout ça aujourd'hui, vous faites tout humainement, à la main, en y passant beaucoup de temps, en y passant des réunions, en perdant des choses au passage ou en perdant d'efficacité. Sincèrement, encore une fois, si vous voulez retrouver de la productivité partout, retrouver de la fluidité, retrouver du temps libre pour vous, il va falloir que vous mettiez à des outils comme ça. Bon, gestion de tâches intégrées, rappel automatique, etc. Bon, ben oui, bien sûr, pourquoi pas. Ensuite, de la recherche avancée. Donc ben là, ça peut être une recherche sur des gros volumes de data, hein, comptable par exemple, ou des data pour, donc, soit pour l'expertise comptable, soit pour l'audit par exemple. Des data aussi pour faire du prévisionnel, de la planification, hein, c'est le point 6 qui est en dessous, et peut-être même pour faire de la prévision, de la prédiction sur ces data. Donc ça va être extrêmement intéressant aussi. Pour l'instant, ben, on passe le plus souvent par des logiciels informatiques cadrés, encadrés, tout ça, dans lesquels il faut poser des données d'une certaine façon très précise pour que le logiciel soit capable de faire des choses. Avec l'IA, ça va être différent, puisque ça va être un modèle beaucoup plus souple, une façon beaucoup plus souple de réfléchir et de faire travailler l'IA pour obtenir des résultats, sachant que les résultats, il faudra toujours un peu les contrôler quand même. Donc, ça peut être plus ou moins rassurant au début de faire des prédictions qu'on va donner aux clients ou des prévisions alors qu'on ne sait pas trop comment l'IA a réfléchi. Bon, je peux comprendre vos retenues par rapport à ça, mais moi je pense qu'il faut tester. Il faut tester, hein. Tout ce qu'on a testé il y a déjà un an en arrière, au début c'était pas fiable, c'était tout ce qu'on veut, et là aujourd'hui ça commence à se bétonner. Bon. Alors il y a d'autres dérives, hein, faut pas rêver, on n'est pas dans un monde parfait, il y a des biais dans les informations qui sont dans les bases de données et dans les façons de raisonner par rapport à ces informations. Il y a peut-être aussi une coloration anglo-saxonne, il y a aussi des biais peut-être même politiques, il y a sûrement des choses aussi dont il faut tenir compte, hein. Mais on se rend compte quand même que les IA ont fait des gros progrès pour mécaniser des tâches
éventuellement des trucs, des choses simples qui vous prenaient du temps à vous, à vos collaborateurs. Et je pense que là, il ne faut pas hésiter à tester pour voir ce qui se passe. Bon, personnalisation, adaptation, bon, je vais passer rapidement, on a vu ça, suivi des demandes clients. On peut aussi imaginer que, et on l'a déjà montré avec Mélissa par exemple, qu'on pouvait traiter une boîte mail pour classer déjà les mails entrants et peut-être faire des pré-réponses automatiques à des mails un peu standards, des choses, des questions qui ne sont pas très compliquées. On peut profiter du LLM pour enfin, de la puissance des robots pour faire une réponse efficace sans interaction humaine, hein, sans intervention. Alors là aussi, on se dit toujours, oh là, je fais comme si j'avais répondu à des gens et en fait, je ne sais même pas que je leur ai répondu, quoi. Donc, s'il me réinterroge derrière en me disant, ah, tu m'as dit ça la semaine dernière, on risque d'être un peu embarrassé. Alors oui, mais c'est quelque part, c'est une question d'habitude aussi, quoi. C'est-à-dire que si vous savez que certaines questions sont forcément répondues automatiquement par email et par le robot, bah, à un moment donné, vous pourrez aussi le dire au client, il y a rien à cacher, quoi. Euh, je pense qu'il faudrait être transparent avec les gens en disant, attendez, nous, on est dans l'ère du temps, on se sert des outils du marché, on se sert de ce qui commence à nous donner de l'efficacité, de la productivité pour vous répondre plus vite, pour vous, monsieur ou madame le client ou la cliente. Et donc, vous pouvez accepter qu'on se sert de ces outils-là, tout comme on se sert de l'informatique depuis 30 ans ou 40 ans. Voilà. Pareil pour les robots interactifs et les robots collaboratifs qui vont parler aux clients. On peut très bien, éthiquement parlant, au tout début de la conversation, annoncer que je suis un robot et je vous parle, mais comptez sur moi, je connais très très bien votre problème, quoi. J'ai toutes les informations sur votre dossier, donc on va faire une vraie conversation. Mais vous l'annoncez. Voilà. C'est pareil pour les emails. Vous pouvez l'annoncer aussi en disant cette réponse a été automatisée par un robot ou par une sorte de chatbot. Les gens vont s'y habituer, hein, forcément, hein. Il ne faut pas croire qu'ils vivent dans les cavernes non plus, vos clients. Alors, une chose aussi qui est arrivée et qui est assez intéressante avec la version 4O, c'est qu'au niveau des graphiques, elle fait des choses quand même beaucoup plus jolies et surtout, elle fait des choses qui sont interactives. C'est-à-dire que quand l'outil vous a affiché un graphe, hein, quel qu'il soit, vous voyez en haut, il y a des petites touches là, ici, ici, ici. Ça veut dire que bon, déjà, vous pouvez agrandir le graphique, vous pouvez le télécharger et vous pouvez surtout faire un switch de forme du graphe. Si vous voulez plutôt un histogramme, une courbe, un camembert ou autre chose, vous pouvez lui demander de vous proposer autre chose, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça vous permet quelque chose de plus vivant. Et en plus, si vous avez fait la connexion avec un drive qui lui-même stocke des documents qui sont des sortes de mini tableaux de bord ou des documents de calcul d'indicateurs de votre cabinet ou pour vos clients, bah, le jour où vous avez fait une conversation avec le client, par exemple, vous pouvez vous servir de ça pour faire joujou un peu avec les stats du client et lui montrer, lui illustrer les chiffres que vous avez sortis pour lui et ça peut devenir assez sympa dans la conversation. Alors, je vous rappelle simplement ce dont je vous avais parlé il y a 2 ou 3 semaines en arrière au webinaire numéro 22. J'avais dit, bon, le problème c'est que 18 mois sont passés et que beaucoup d'experts comptables et plutôt même presque pas la totalité, mais au moins 80% n'ont pas bougé. Donc j'avais expliqué à mon sens pourquoi, hein, et que malgré tout, il fallait lancer des actions pour évangéliser. Alors, j'ai trouvé une étude alors plusieurs éléments très intéressants, dont cette étude d'une société qui s'appelle Talent. Alors, je ne sais pas si on la prononce à l'anglais ou à la française, mais qui a fait quelque chose sur l'IA générative avec les étudiants. Voilà. Et c'est avril 2024, donc très récent. Et les résultats sont très intéressants. Je vous les montre rapidement. Déjà, l'impact des IA génératives sur les étudiants, c'est 99% des étudiants qui utilisent des IA aujourd'hui. Tout comme ils étaient extrêmement nombreux à servir de Google pour faire tout un tas de travaux qu'ils avaient à rendre dans le cadre de leurs études, ben là, ils ont plongé de la même façon sur l'IA et ils sont 92% à l'utiliser régulièrement. Bon, donc ça, c'est bon à savoir, déjà. Ensuite, 65% d'étudiants disent, bah, en gros, s'il n'y a pas d'IA dans la future boîte ou si c'est pas dans les habitudes ou quoi, ça m'intéresse moins, quoi.
Voilà. L'infographie nous dit aussi, c'est plutôt quand même le chat GPT gratuit qui est plébiscité à 88% par ces gens-là, mais il y a quand même des gens qui utilisent la version 4 en payant. Et ils utilisent Dali, et des fois un peu Bard Gemini, et un peu Copilot. Mais l'outil dominant, et ça justifie que sur notre plateforme Experia, pour l'instant, on n'a pas fait trop d'efforts pour créer des bouts de formation sur Gemini ou Bing ou autre chose, parce que pour l'instant, c'est écrasant. C'est quand même ChatGPT qui est l'outil numéro un du truc. Voilà. Donc ça déjà, ça interpelle parce que là, on se dit, bon, si presque 100%, si la quasi-totalité des étudiants sont dedans, c'est eux qui vont arriver demain sur le marché du travail. Et si je leur propose pas d'IA, je passe pour un ringard, quoi, direct. Et donc, les gens vont tourner Kazakh, ils vont aller voir un autre cabinet, hein, déjà. Donc, je vous le dis juste gentiment, si vous cherchez des collaborateurs et que vous leur dites que vous n'êtes pas dans l'IA, vous avez déjà vous êtes tiré une balle dans le pied, là, déjà, direct. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que donc 92% utilisation régulière, 30% utilisation quotidienne, donc c'est beaucoup, et pas que pour les activités professionnelles ou personnelles, mais aussi pour, en gros, dans toute leur vie, quoi, quelque part. Ensuite, donc on retrouve là ici un peu le classement des outils les plus utilisés par chacun d'entre eux. Donc c'est quand même assez intéressant. Et encore une fois, ChatGPT est le gros morceau de l'histoire. Ensuite, les bénéfices immédiats dans leur vision à ces étudiants, bah, c'est ce que je vous ai toujours dit, hein, quelque part. Un, on diminue le temps de travail, donc on travaille sur l'aspect productivité. Et deux, on fait de l'enrichissement de sa capacité à résoudre des problèmes, donc enrichissement de valeur apportée par l'IA, que ce soit pour soi ou pour ses clients ou pour ses collaborateurs et demain peut-être pour ses fournisseurs ou quoi. Ça veut dire que là, on a des choses très intéressantes à réaliser avec l'IA. Ensuite, 92% quand même des gens qui disent bah, dans mon quotidien professionnel, l'IA c'est massif, quoi. Après, il y en a 90% qui disent ben, c'est en train de transformer tous les métiers que j'aurai en face de moi demain. Et même presque la moitié qui disent ça va être une révolution, quoi. Voilà. Bon, les 65% estiment que la présence des IA génératifs fait partie des principaux critères de choix de leur future entreprise, et ce, devant la politique RSE, hein, la responsabilité sociétale des entreprises, 63%. Donc là, vous ne pouvez pas passer à côté de ça, sinon, je vous dis, ça va être compliqué de faire rentrer des collabs chez vous. Voilà. Et puis, il y avait ce chiffre-là aussi important qui disait 67% des étudiants aimeraient être mieux formés à l'utilisation des IA génératives, les prompts, etc. Voilà. Alors, je vous conseille la lecture d'un bouquin d'Ethan Mollick, qui est un prof à Wharton, euh, qui s'occupe beaucoup c'est une sorte de sociologue, si vous voulez, des organisations, etc., et qui a évidemment forcément réfléchi sur l'impact de l'IA dans l'entreprise et sa façon de rentrer dans nos vies professionnelles. Donc son bouquin, la Co-Intelligence, il est vraiment bien. Moi, je suis en train de le lire. Alors bon, il faut le lire en anglais, bien sûr. Je ne pense pas qu'il y ait de traduction pour l'instant, mais vraiment très intéressant. Et il dit trois choses très intéressantes et qui recoupent hein, les choses sur lesquelles on va revenir. Il dit, un, il faut que vous détectiez vos super utilisateurs de l'IA. Et aujourd'hui, souvent sans le savoir, vous en avez chez vous. Et il y a aussi un risque, hein, tant mieux, c'est une richesse qu'il y en ait, mais c'est en même temps un risque de ne pas entre guillemets, les contrôler ou les sensibiliser sur la sécurité des données, sur votre éthique professionnelle, sur le fait qu'on ne puisse pas comme ça donner un fake ou une DSN directement à l'IA sans précaution. Donc, mais détecter vos super utilisateurs, c'est important. Et, euh, et je dirais un peu les chouchouter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir dire à vos collabs, bon, ok, c'est un truc tout neuf, on va tester un petit peu ensemble, on va regarder les cas d'usage qui pourraient nous rendre service, on va regarder toutes les tâches, et ça j'en ai parlé à plusieurs reprises dans des webinaires précédents, je vous propose d'aller les revoir si vous ne vous souvenez pas, mais je vous avais donné
une mécanique mentale pour repérer et qualifier les tâches les plus importantes à automatiser aujourd'hui, hein, dans un cabinet. Et voilà, il faut les faire participer à ça. Il faut qu'ils vous proposent des idées, il faut que ça devienne leur truc. C'est pas à vous d'imposer un truc en disant: Ah, l'IA est arrivé, les gars, on y va maintenant, ça y est, j'ai percuté, je veux qu'on y aille, et voilà. Il faut que les collabs, il faut que ça vienne d'eux, il faut que les idées viennent d'eux, et il faut les faire participer à des chantiers, à des brainstorming, à des réflexions, pour que ça soit eux qui construisent quelque chose avec vous ou pour vous, en tout cas pour le cabinet, pour tout le monde. Voilà, et ils seront d'autant plus motivés. Et puis le point 3, intégrer l'IA dans vos systèmes et dans vos processus, évidemment. Je pense qu'il faut jouer le plus collectif possible pour justement, une fois que vous avez identifié des tâches importantes à automatiser, parce qu'elles sont récurrentes, parce qu'elles sont à faible valeur ajoutée, parce qu'elles ont différents critères que j'avais encore une fois listés récemment dans les précédents webinaires, il faut que vous en fassiez des processus avec des automatisations, hein. Et sachez que je l'ai déjà répété plusieurs fois, j'ai déjà montré plusieurs fois des, euh, des workflows, hein. Quand Mélissa est venue intervenir avec moi dans certains webinaires, elle vous a montré ce qu'elle construisait pour automatiser un workflow complet. Et en fait, on relie entre eux plusieurs outils pour obtenir quelque chose à la fin. Par exemple, je vous le montrerai peut-être la prochaine fois, parce que là, on n'aura peut-être pas le temps. On a construit un système de veille, ouais, je vous en parlais après, mais un système de veille très, très intéressant qu'on va mettre au point assez rapidement aussi. Voilà. Bon, ça, je l'avais déjà montré la dernière fois. Ça ne mange pas de pain de le remontrer une deuxième fois, hein. Donc, cette mesure à prendre pour avancer et 8 actions très concrètes pour, je dirais, évangéliser, faire du prosélytisme, sensibiliser et motiver les gens pour démarrer. Hein, tout ça, on va y revenir, on va y revenir beaucoup de façon concrète, avec des cas d'usage concrets dans le cadre d'un cabinet comptable. Là aussi, je me permets de vous rappeler ça, parce que quelque part, si vous n'êtes pas le moteur du truc, ben, soit il n'y a rien qui se fera, soit ce qui se fera sera pirate, entre guillemets, et donc individualiste, avec tous les risques de quelque chose d'individualiste au niveau de la sécurité des datas, de leur confidentialité, de la sécurité même du cabinet, hein. Donc ça, il faut vraiment que vous ayez déjà pensé tout ça de façon très claire avant de lancer les choses, pour que cette IA arrive au service aussi d'une stratégie. C'est pas seulement au service de, allez, il y a 3 tâches cette année qu'on va automatiser. Bon, ok. Bon, est-ce que ça va vraiment emballer les gens de se dire, allez, il y a 3 tâches demain qu'on aura automatisées? Est-ce que ça va les faire vibrer et les faire se dire à vos collabs qu'ils vont être dans un super cabinet? Non. Je pense qu'à un moment donné, il faut que vous ayez, vous, les idées très claires sur le devenir que vous attendez de votre cabinet, et sur une stratégie cohérente, un projet de cabinet. Et voilà, il faut que, quand je parle d'impact physique et mental, il faut aussi que voilà, vous montriez que vous êtes déterminé à faire quelque chose, que c'est pour un futur qui est sympa, qui est motivant, qui est rémunérateur, qui est intéressant intellectuellement. Enfin voilà. Mais il faut que tout ça soit dit avec de l'énergie, avec une vraie croyance que ça va fonctionner et que ça va apporter quelque chose à tout le monde. Et je m'étais permis aussi la dernière fois de faire une petite précision sur ce que j'entendais par impact physique et mental. Donc j'avais dit, bon, peut-être que vous pouvez avoir une montre, une bague, je sais pas quoi, un petit collier ou un petit boîtier qui est connecté sur, je sais pas, vos indicateurs physiologiques, que vous commenciez la journée par un peu de sport avant d'aller déjeuner, par exemple, que vous finissiez peut-être par de la méditation ou un peu de yoga ou des choses comme ça pour faire retomber la pression, parce que là, vous venez de passer quand même 3 mois très compliqués, en tout cas pour les experts comptables. Mars, avril, mai, c'est les mois très difficiles. Il y a encore juin à passer, donc c'est pas fini. Lisez sur l'épigénétique, c'est vraiment passionnant. Tout ce qui est également nourriture, c'est extrêmement important aussi, hein. Éviter je l'ai dit en pensant à quelqu'un, le beignet au Nutella le matin, là, c'est du pur poison. Ou le méga dîner arrosé. Alors, pardon pour mon système qui a tendance à m'angliciser les mots des fois.
le méga dîner que vous faites parce que vous n'avez pas mangé toute la journée, parce que vous n'avez pas pris le temps, et le soir, vous mangez, en plus, vous arrosez un petit peu avec un... Voilà, c'est la pire façon de se nourrir et d'être sûr de ne pas être en forme, quoi. Bon, et protéger son temps, je pense qu'aussi, trop souvent, d'ailleurs, moi je le conseille aux collaborateurs que j'ai dans mes accompagnements, je leur dis, OK, vous travaillez 1 heure et demie, 2 heures maximum de suite, et après, hop, vous arrêtez pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, vous marchez, vous allez boire quelque chose, vous changez les idées, vous réglez 3-4 petits problèmes, machin, et après vous repartez en mode focus sur un temps bloqué dans votre agenda. Voilà. Et je pense que cette organisation-là, d'ailleurs, ça fera partie du séminaire du 26 et 27. Je vais faire intervenir quelqu'un qui est un coach professionnel avec lequel je commence à travailler, qui est très intéressant parce qu'il a plein de systèmes, il a plein de façons de planifier l'agenda de façon de la semaine, de façon très intéressante, d'apprendre à organiser sa semaine, de protéger des plages, de se nourrir mieux, de faire du sport, voilà. Et tout ça, c'est complètement calé à l'avance dans un agenda. Si dans vos agendas, les choses ne sont pas calées, et si dans votre agenda, toutes les plages pour le personnel, pour votre santé, pour votre équilibre et tout ça ne sont pas pré-planifiées, vous allez les tuer à chaque fois. Vous allez toujours avoir trop de travail, vous allez toujours passer trop de temps dans un entretien client, des choses comme ça. Vous n'allez pas vous respecter vous-même et vous allez finir épuisé, comme ça se passe trop souvent tous les ans. Voilà. Et évidemment, dormir aussi, parce que les gens qui dorment 3 heures ou 4 heures toutes les nuits pendant des semaines, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, le corps, il va se manifester et pas forcément bien, quoi. Alors, ça, je l'avais écrit dans mon livre blanc l'an dernier. Au passage, ce livre blanc numéro 1 que j'avais sorti en juin 2023 va être doublé d'un livre blanc version V2, on va dire, beaucoup plus dans l'opérationnel, hein, avec vraiment des exemples, des cas d'usage très concrets, avec des méthodes très concrètes, avec beaucoup de choses dedans. Et ça, c'est ce qu'on va dérouler de façon, là aussi, très opérationnelle dans quelques semaines à Paris, sachant que moi, je suis parti des constats et des besoins clés que vous avez aujourd'hui. C'est que, un, il faut retrouver du temps. Il faut casser cette logique de perte de productivité pour moi, parce que à la fois, ces plans fiscales infernales, ça ne peut pas durer encore 5 ans ou 10 ans, parce que là, vous n'aurez plus du tout de collaborateurs. Alors, vous allez me dire, bah non, tant pis, on s'en fout, on mettra que des robots. Bon, je ne suis pas sûr que vous ayez tous envie d'aller vers ça, et je crois même que c'est plutôt le contraire. Mais il faut que vous retrouviez cette productivité pour retrouver aussi de la rentabilité et pour retrouver du temps pour vous et du temps pour la stratégie et pour évoluer vers la valeur ajoutée, le conseil, les services et tout ça. Il faut que vous retrouviez une capacité d'attractivité justement parce que ce que vous faites est plus intéressant que de rappeler des clients pour avoir des pièces comptables ou de faire de la tenue, etc. Donc il faut que cette attractivité et cette capacité d'embauche, vous la retrouviez aussi parce que faire du conseil, si vous n'avez plus personne dans le cabinet, si c'est que des robots, ça veut dire que le seul être humain en supervision, ce sera vous. Donc tout va vous retomber à nouveau sur les épaules et à nouveau, vous allez devenir votre propre goulot étranglement et donc vous ne pourrez pas vous développer. Donc vous avez besoin quand même, certes peut-être de quelques robots pour aider tout le monde, mais également de collaborateurs qui ont envie de venir travailler chez vous, qui sont motivés, qui vont rester, qui vont être fidélisés. Et ça, c'est comme ça que vous ferez de la croissance rentable, voire ultra rentable dans le cabinet. Positionnement novateur, ça fait très longtemps que je parle de stratégie, hein. Depuis 30 ans que je suis dans les cabinets, j'en ai parlé 20 000 fois. Le problème, c'est que encore trop souvent, les cabinets ont toutes sortes de clients pour toutes sortes de missions et ils ont un site web qui affiche toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire pour les clients. C'est une erreur totale. Donc à un moment donné, il va falloir sortir de ça. Je dis depuis longtemps, mais là, voilà, la productivité, elle fait poum, 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 poum chaque année. Les marges, poum, poum, poum chaque année. Je ne sais pas jusqu'à quand les cabinets vont attendre que ça aille mal, encore plus mal, pour se dire, bon, allez, si je veux avoir une vraie stratégie, il faut que je revoie totalement mon positionnement. Il faut que je sois avec des clients ciblés, des missions ciblées, des offres novatrices, etc. Parce que sinon, l'évolution, elle me mène dans le mur.
Voilà, l'évolution vous amène dans le mur. En tant que cabinet, je veux dire, généraliste, l'évolution de votre business model vous amène dans le mur. Voilà, je l'ai redit une deuxième fois, je le redirai plus tard peut-être, mais en tout cas, c'est clair et net aujourd'hui, c'est inscrit dans les chiffres. Voilà. Donc après, 4, créer un système IA qui va justement casser le plafond de verre sur lequel vous butez tous les ans, notamment en période fiscale, mais même toute l'année, pour automatiser vos activités, créer ces workflows, ces systèmes, et encore une fois retrouver de la productivité, de la rentabilité, ça c'est important. Et évidemment, votre santé, il ne faut pas oublier que c'est votre plus grande richesse. Votre plus grande richesse, ce n'est pas votre cabinet, ce n'est pas votre chiffre d'affaires, ce n'est pas tout un tas de choses, c'est votre santé. Et après, je pense aussi, c'est votre famille. Et donc, les deux ont besoin que vous preniez des décisions un peu radicales pour arrêter toutes ces années avec des 3, 4, 5 mois, 6 mois de folie. Je pense que ça, c'est devenu extrêmement dangereux. Voilà. Et donc, le point 5, évidemment, tout part de la stratégie, et personnelle et professionnelle, pour se faire plaisir, quoi. Plaisir, santé, rémunération, temps libre. Voilà, c'est quand même ce vers quoi tout le monde tend, je pense, mais sans le faire vraiment. Donc, ce qu'on va faire les 26 et 27 juin prochains à Paris, il y aura 15 places, seulement 15 places, pour 2 journées, parce qu'on va le faire avec d'autres membres du club RCA. On va parler d'IA pour trouver des solutions à ces 5 points-là, mais pas des solutions théoriques, pas des solutions conceptuelles, des conceptions extrêmement précises. Voilà. Donc ça va être l'objet de ces 2 journées-là. Je pense qu'elles vont être extrêmement riches et intéressantes et motivantes pour vous, même si vous arrivez dans ces journées en étant fatigué, en ayant marre de tout et en voulant juste une chose, c'est partir sur le sable en vacances, au soleil, ou je sais pas, à la montagne, ou ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, ça va vous revigorer pour peut-être envisager l'été avec des choses plus claires et nettes dans la tête, et vous serez prêt pour, dès la rentrée de septembre, à moins que vous commenciez même en juillet à mettre au point un certain nombre de choses, notamment peut-être faire un audit interne dans votre cabinet, vous serez prêt pour redémarrer à fond la nouvelle saison. Hein, on va dire que c'est un peu la nouvelle saison. Et donc, je pense que vous profiterez à plein de ces journées-là. Alors, juste une chose, pardon, voilà. Je vais vous communiquer un certain nombre d'informations. Alors, il y a des supports que je vous ai montrés. Je vais vous envoyer des fichiers ou des liens pour aller les télécharger, ces documents-là. Et je vais vous envoyer le lien vers un formulaire pour simplement poser une possible candidature. Ça ne vous engage à rien pour l'instant, et pour faire éventuellement une discussion avec moi si vous le souhaitez. Et vous aurez toutes les informations plus en détail, parce que là j'étais un petit peu synthétique. On en reparlera un peu plus le 31 mai prochain, mais si vous voulez qu'on en parle ensemble, je serai à votre disposition pour passer une heure en visioconférence avec vous. Alors, petite information avant de se quitter. Donc, l'outil Pilote Guard, ben, il a pas mal fonctionné ces derniers temps, puisqu'il y a eu une trentaine de cabinets qui ont fait du bêta-test toutes ces dernières semaines, donc depuis pratiquement 2 mois. Aujourd'hui, il s'est musclé. Aujourd'hui, tout s'est amélioré un peu partout, y compris les temps de réponse. On a branché Pilote Guard justement à la version 4O, ce qui l'a rendu plus rapide. On arrive à avoir des résultats pour avoir à peu près, notamment tableau de bord et rapport en 5-6 minutes. Donc c'est quand même assez rapide, sachant que ça mouline quand même pas mal de choses, et ça se sert de l'IA malgré tout, en toute confidentialité, mais ça se sert de l'IA. Après, si vous voulez avoir l'avatar et la vidéo qui est calculée, enfin fabriquée par l'IA, et notamment le module AgeN, ça met un peu plus de temps. Ça rajoute souvent 10 minutes ou un quart d'heure pour avoir l'information. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans Pilot Guard, on a rajouté un code NAF qu'on enrichit automatiquement. C'est une sorte de système automatisé qui va, en fonction du SIRET, chercher le NAF si jamais il est manquant, qu'il alimente. D'ailleurs, je ne sais pas si mon exemple est bon, parce que le point, j'ai un petit doute sur le fait qu'il faille ce point, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que ce code NAF, pourquoi je vous en parle? Parce qu'on va pouvoir s'en servir pour plusieurs choses. La première, ça va être de créer des commentaires plus pertinents, hein, parce que
on aura de l'information qui viendra de bases open source pour nous dire, ben voilà, le contexte, je sais pas quoi, des agents immobiliers ou des boulangers-pâtissiers ou de je ne sais quelle profession. On pourrait être un peu plus performant plus pertinent dans les commentaires qu'on va livrer automatiquement dans l'outil, mais aussi on va vous proposer des nouvelles analyses et aussi une veille d'information sectorielle, c'est-à-dire que l'idée, et ça je vous ai dit que je l'avais déjà créé notamment avec Mélissa, c'est qu'aujourd'hui on a créé déjà un petit workflow qui, à partir du code NAF, voire d'un code NAF un peu simplifié, c'est-à-dire avec moins de caractères pour avoir un peu plus de monde dans le cabinet et avoir un niveau de détail moins fin parce qu'il y a beaucoup de code NAF. Donc si on remonte un peu d'un cran, on a des radicaux un peu plus courts, mais on s'adresse à une population assez homogène. On va pouvoir vous procurer automatiquement une veille d'information périodique, on va dire. Ça pourrait être semaine, quinzaine, mois, à votre gré. Ça pourrait être éventuellement paramétrable qui pourra vous aider, vous en interne, à comprendre, à connaître mieux le secteur d'activité de vos clients et qui peut favoriser la culture d'entreprise, la connaissance de vos collaborateurs dans leurs relations, leurs interactions avec les clients, mais également qui vous permettra d'envoyer aux clients ces revues de presse avec ces veilles d'information, avec des petites imagettes, des liens, un petit résumé de l'article, et ils n'auront plus qu'à cliquer pour lire le truc. Et ça sera fourni alors, je ne sais pas comment ça sera encore interfacé par rapport à Pilot Guard, mais je pense que ça partira de Pilot Guard. Il y aura une partie qui vous permettra de déclencher pour certains clients sur leur NAF éventuellement un petit peu modifié, une veille qui leur sera envoyée automatiquement. Et donc le cabinet va automatiquement, encore une fois, sans y passer du temps, enrichir sa prestation, proposer plus d'informations, tout comme avec Pilot Guard, il propose le tableau de bord Power BI, le rapport commenté et la vidéo de commentaires. Au passage, on travaille aussi, Fred, si tu m'entends, et je crois que tu es inscrit, on aura le rapport avec la vidéo encapsulée dans le rapport. Donc ça aussi, on est en train d'y travailler en ce moment. Cette veille sectorielle va donner plus de choses à vos clients. Et encore une fois, toute notre ambition et toute notre obsession quelque part, c'est de partir des datas que vous avez déjà et de les matcher éventuellement avec des datas externes si on peut, et de procurer évidemment des gains de productivité si possible au cabinet, mais surtout des gains de valeur délivrés aux clients derrière pour qu'ils aient plus d'informations de la part du cabinet. Voilà, et donc on va fidéliser les cabinets. Ça, c'est une chose qui est en train donc d'évoluer fortement. Ensuite, je le rappelle, on va, pour aider vos collaborateurs, sortir sur Ursaf. Donc ça y est, il est prêt, il existe. Euh, j'ai déjà quelques candidats bêta-testeurs pour le mettre en route chez eux et chez vous si vous le voulez. Donc tenez-moi au courant si vous souhaitez le faire. On va pouvoir aussi, dans pas trop longtemps, également euh, bêta-tester le robot collaborateur interactif. euh, voilà, pour aller chercher des datas, pour aller chercher des pièces comptables, pour aller chercher d'autres choses et donner un coup de main à vos collaborateurs, leur faire gagner du temps et tout ça. Donc ça aussi, ça va arriver bientôt. Et on aura donc cette veille d'information qui va progressivement, on va essayer de pouvoir la tester d'ici quelques temps pour que vous puissiez aussi donner plus de choses à vos clients, mais également à la culture de vos collaborateurs. Voilà. Aujourd'hui, merci à vous qui êtes abonnés gratuits ou payants à Xperia. Évidemment, si vous voulez les outils, il faudra passer au moins au pack Tools, hein. Merci également et bravo à ceux qui nous ont rejoints sur le pack Tools. Il y a vraiment une petite communauté qui est en train de se créer, même si depuis 3 mois, elle est partie un petit peu dans son hiver polaire personnel, mais ça va repartir maintenant. Et par contre, je voulais vous annoncer quelque chose, c'est que le 30 juin, donc dans un gros mois, on va être amené à augmenter un petit peu les tarifs, hein, parce que on a amené beaucoup de fonctionnalités. Ça fait consommer ce qu'on appelle des tokens via l'intelligence artificielle. Et forcément, il faut qu'on ait des ajustements pour rester quand même avec des outils rentables, si vous voulez qu'on continue à perdurer dans cet apport d'informations et d'outils sur l'intelligence artificielle. Il faut qu'on gagne un petit peu notre vie avec ça.
Donc, il y aura sûrement une augmentation tarifaire par rapport au tarif actuel. Donc, pensez-y et abonnez-vous au Pack Tools si vous n'êtes encore qu'en Pack Free. Pensez-y pour éviter l'augmentation qui va bientôt arriver. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Il est quelle heure? Il est l'heure. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions? D'ailleurs, je vous pose la question. Frédéric, tu sais qu'à une époque, on coupait la tête aux messagers de mauvais augure. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est pareil pour les lanceurs d'alerte. On les met en tôle ou on les confine dans des ambassades. Et puis, peut-on imaginer avoir une sectorisation pour l'outre-mer parce que la veille sectorielle sur la métropole ne nous sert pas vraiment? Je ne sais pas, faut en parler. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette veille sur la Réunion? Bah, si on dit je ne veux que des datas qui touchent à des entreprises du 97, par exemple, et si c'est un filtre qu'on peut appliquer, on pourrait l'imaginer éventuellement. On pourrait éventuellement l'imaginer. Parce qu'effectivement, aux Caraïbes, Martinique et Guadeloupe, c'est encore différent. En Guyane, c'est encore différent. Bon, il y a effectivement pas mal d'endroits où maintenant il faut qu'on ait assez de data parce que il faut que la data existe, qu'on puisse aller la capter. Mais si on peut faire ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que je comprends la préoccupation de voilà. Les coûts et les marges sont complètement différents selon les métiers. Ouais, ouais. Bon, votre fiscalité est quand même aussi plus avantageuse en même temps. Donc, peut-être d'ailleurs, les coûts sont plus faibles et les marges plus élevées. Qui sait? Je ne sais pas. En tout cas, on pourra en parler parce que ça peut être intéressant d'y penser. De toute façon, cette veille, aujourd'hui, j'ai imaginé qu'on pouvait faire de la veille sectorielle, mais demain, si vous voyez d'autres critères que le code NAF pour aller chercher de la data, parce qu'aujourd'hui, on peut aller sur Papers pour récupérer des informations juridiques ou autres. Euh, Tout ce qui est base de données ouverte, open source, bah, c'est ce qu'a fait JeDataVis, l'outil JeDataVis qui est un très beau produit. Euh, Demain, si on peut faire pareil pour vous amener des informations supplémentaires, pour enrichir encore une fois les tableaux de bord, les rapports, les vidéos, etc., ben on le fera. Hein, donc, encore encore faut-il que l'information soit disponible. Et si on peut le faire, ben on le fera avec plaisir. Donc, toutes les idées sont bonnes à prendre. Merci Fred de cette suggestion. Et puis, oui, bah, ce côté soleil, nous, on l'attend un peu. Je pense qu'il va arriver, mais on en a moins que vous en ce moment. On a eu beaucoup de flotte, beaucoup de flotte. Bon, en tout cas, j'espère que ces nouvelles vous ont pas trop abattu, mais il faut quand même les connaître parce qu'on ne peut pas s'enterrer la tête en mode autruche et ne pas essayer de voir ce qui arrive parce que ça arrive vite, ça arrive fort et ça arrive avec un impact qui va être non négligeable. Donc voilà, je pense il faut se dire que il est temps de bouger, de réagir par rapport à l'IA et il est temps voilà, de prendre des mesures vraiment opérationnelles. Et là, je vous dis, on va vraiment avoir 2 journées dans l'opérationnel complet. Donc, Fred, réserve ton avion hein, et viens nous voir à Paris. Ça sera sympa et comme ça, on sera ravis de t'accueillir pour ces 2 journées. Voilà, je vous salue toutes et tous. Merci d'avoir été quand même assez nombreux malgré votre occupation et votre fatigue actuelle. Et puis on se retrouve donc le vendredi 31 et puis peut-être bloqué dans votre tête les 26-27 et dans votre agenda les 26-27. Vous allez recevoir à suivre le formulaire pour vous préinscrire, entre guillemets, ou en tout cas pour demander un rendez-vous, une discussion sur le sujet des 2 jours de séminaire à Paris. Voilà, donc à votre disposition si nécessaire pour en parler. Mais un seul mot, bougez. Bougez parce que là, les choses bougent extrêmement vite autour de vous. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez votre week-end, reposez-vous, hein, c'est important. Et puis, on se reparle dans une semaine pour la suite des opérations. Bye bye.